Alphonse de Lamartine, poète, homme politique et vigneron, écrivit l'un de ses romans les plus célèbres, Josselin. L'auteur des vers « Ô temps, suspends ton vol, ô vous, heure propice, suspendez votre cours, n'hésitez pas à glorifier la vigne. » Écoute le cri des vendanges qui montent du pressoir voisin. Vois les sentiers rocheux des granges rougis par le sang du raisin. Regarde au pied du toit qui croule. Vois, là, près du figuier séché, le cep vivace qui s'enroule à l'angle du mur ébréché. Mais Pierre Clos ne date pas de Lamartine. Bien avant ce poète, au Moyen-Âge et à l'époque de la gloire de l'ordre cistercien, l'Europe se couvrit de forteresses et de monastères auprès desquels des vignobles furent plantés. Vézelay fut et reste le haut lieu de rassemblement des pèlerins en route vers Compostelle. Saint Bernard, réformateur de Cîteaux, vint y prêcher la croisade aux chevaliers partant pour la Terre Sainte. Bernard de Clairvaux est le grand animateur de l'ordre cistercien. Il n'en est pas le chef, il n'est pas l'abbé de Cîteaux, mais il devient le personnage de premier plan, celui qui va régler les conflits, qui va inspirer une réforme considérable dans le domaine de la construction, dans le domaine du chant, dans le domaine de l'enluminure par exemple. Et les moines cisterciens, dans tous les domaines, et dans le domaine de la vigne en particulier, vont arriver à une excellence qui leur est reconnue dans toutes sortes de domaines d'ailleurs. Ils vont créer du vignoble et ils vont suivre en cela l'exemple de leurs frères aînés bénédictins qui, ici à Vézelay, sont venus et parmi les premières choses qu'ils ont fait, outre défricher, eh bien, ils ont planté de la vigne et ils ont repris l'héritage gallo-romain donc, et ils ont perfectionné, agrandi le vignoble pour les besoins de leur production immédiate, à savoir le vin de messe. C'est le premier besoin. Associez la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et puis pour également obéir à ce précepte très observé de la règle de Saint-Benoît qui autorisait la consommation quotidienne de vin. 1098, la création de Cîteaux. Les moines ont remonté une petite rivière qui passait à Cîteaux. Cette rivière s'appelle la Vouge. Elle prend sa source à quelques centaines de mètres d'ici. Ils ont trouvé le meilleur endroit possible à leurs yeux pour planter la vigne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors ce puits est tout à fait intéressant parce que, évidemment, c'est le premier ouvrage qu'ont fait les moines quand ils se sont installés. Trouver de l'eau, eh bien, c'est leur première priorité, bien sûr, pour satisfaire aux besoins de la petite communauté qui va travailler ici, au Clos de Vougeot. Alors ce puits a été probablement commencé en 1110 et terminé en 1113. C'est-à-dire qu'il a fallu 3 ans de travail aux moines de Cîteaux pour creuser ce puits. Pourquoi ? Eh bien, des raisons géologiques en fait. Sur les côtes de Nuit, nous sommes sur un rocher calcaire. Ici, il y a 50 à 60 cm de terre et après c'est du caillou. Et ces moines, avec leurs petits moyens technologiques, eh bien, ils ont commencé à creuser ce puits directement dans le caillou. Et l'eau, ils l'ont trouvée 28 mètres plus loin et 3 ans plus tard. Donc un énorme travail. Une fois la vigne ici, il a bien fallu vinifier. Donc il a fallu construire une cuverie et une cave. Et c'est au début du XIIe siècle, 1112 exactement, que la première pierre a été posée. Et vous allez trouver 4 pressoirs titanesques dans cette cuverie, alors surdimensionnés, mais il faut se rappeler qu'il n'y avait pas que les vins du Clos de Vougeot qui étaient vinifiés ici, mais que les moines cisterciens possédaient des vignobles sur toute la côte et qu'ils ramenaient en partie leur production, leur vendange ici. Et puis il fallait conserver le vin quelque temps, d'où le cellier. Original aussi, puisqu'il est de plein pied, on est sur la roche. En Bourgogne, d'habitude, les caves sont un petit peu enterrées, mais là, on est de plein pied. Voilà pour le XIIe siècle, la cuverie et le cellier. Les moines priaient, et donc ce sont les frères convers, surtout, qui travaillaient dans la vigne. Alors ces convers, qui étaient-ils ? De simples paysans des alentours qui venaient chercher au monastère le gîte, le couvert et le salut de leur âme. Laïcs,
mais néanmoins contraints à certaines règles religieuses, ils étaient barbus pour les différencier des autres moines. Ces derniers se réunissaient régulièrement en chapitres pour décider de la gestion du monastère. Les frères convers pouvaient y assister, mais n'avaient pas droit à la parole, d'où l'origine de l'expression « ne pas avoir voix au chapitre ». En Bourgogne, l'hélicoptère ne sert pas qu'au tourisme. Dans le cru prestigieux de Corton, on n'hésite pas à employer les grands moyens pour sécher les grappes du précieux raisin après l'ondée. Alors vous arrivez actuellement devant le coteau de Corton, qui est un des grands crus vraiment de la côte en général et en particulier de la côte de Beaune. Alors ce grand cru dont vous voyez les versants viticoles ici est situé sur des terroirs bien sûr calcaires, et en particulier des terroirs du Jurassique supérieur, qu'on appelle le Loxfordien, qui a un faciès de calcaire assez marneux et qui est évidemment extrêmement intéressant pour procurer, disons, vraiment un optimum de croissance, en particulier pour le chardonnay et le pinot noir dans nos vignobles. Mais ce qui est intéressant dans le sol, c'est d'avoir un terrain très caillouteux avec 30-40% de cailloux, c'est-à-dire qui dépasse 2 mm de diamètre minimum, et une terre fine qui est plutôt limono-argileuse, riche en calcium bien sûr, avec des pH de l'ordre de 7,5 à 8 environ. Alors nous privilégions ici l'insolation sur des versants exposés vers l'est, sud-est, sud et même sud-ouest. Parce que nous recherchons d'abord au printemps, disons, d'éviter le gel. Alors, ce qu'on recherche ensuite, c'est d'une part un régime hydrique du sol qui soit satisfaisant. Il faut que le sol ici soit bien drainé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un excès d'eau dans le sol. Alors que sur les piémonts, que vous voyez se prolonger dans la plaine là, en direction de Chauray, par exemple, il est évident que dans ces sols, qui sont souvent des sols limono-argileux assez profonds, moins caillouteux, vous avez quelquefois des excès d'eau, en particulier dans les années humides, qui favorisent une alimentation hydrique importante de la vigne, qui va faire de la feuille, qui va faire beaucoup de rendement, et ça va diminuer bien sûr la qualité du raisin. Alors ça, dans les années extrêmement sèches, le Piémont est susceptible de faire de bons vins, de très bons vins, mais évidemment c'est quand même plus rare. Alors lorsque l'on va dans les hauteurs, là-bas les sols également sont très favorables, disons, aux vignobles de Pinot Noir ou de Gamay, mais là-bas ce sont les aspects thermiques qui vont réduire un peu les niveaux de qualité. On arrive dans un contexte de haute côte, où il y a d'abord des risques de gel importants, mais en altitude à 350 mètres, 400 mètres d'altitude. Et il est évident que si l'automne est un peu précoce avec des températures fraîches au mois d'août et au mois de septembre, ça retarde d'autant la maturité, bien sûr, de raisin. Il faut tenir compte également que dans les Hautes-Côtes, comme la végétation de la vigne démarre plus tardivement, disons au début de l'année, il y a toujours 8 à 10 jours de retard par rapport à la côte. Ces 10 jours de retard, on les retrouve également à l'automne et donc avec des risques thermiques qui peuvent être gênants, disons, pour la maturité du raisin.